Shadows fall and hope has fled. Still your heart, the dawn will come. The night is long and the path is dark. Look to the sky for one day soon. The dawn will come. Si l'on en croit les légendes, c'est l'orgueil de l'humanité qui a donné naissance aux engences. Innombrables et toxiques pour toute forme de vie, elles cherchent sans relâche un archidémon. Lorsqu'elles en trouvent un, elles surgissent en masse de leur antre souterrain corrompu, et un enclin commence. Les gardes des ombres sont les seuls guerriers capables d'éliminer un archidémon, et l'histoire honore celui qui sacrifie tout pour y arriver. Lors du 5e enclin, ce garde fut le héros de Ferelden. Un prince nain, fils cadet du roi Andrin Aeducan. Accusé à tort de meurtre et finalement banni, le jeune noble rencontra Duncan, un garde qui reconnut son potentiel et le recruta dans ses rangs. Les forces alliées du roi Cailan de Ferelden et de la garde des ombres se massèrent à Ostagar, prêtes à exterminer les engences. Leur courage ne tarda toutefois pas à se changer en désespoir. Loghain trahit Cailan. Les forces royales furent décimées et le sud perdu. Le héros, désormais garde des ombres accompli, survécut grâce à Flemeth, la mystérieuse sorcière des terres sauvages. Accompagné de la fille de Flemeth, Morrigan, et d'un garde des ombres nommé Alistair, le héros entreprit de lever une armée pour abolir l'enclin. Pour défaire Loghain, désormais bien installé sur le trône de Ferelden, les gardes allèrent solliciter l'aide de l'influent jarl Imon de Golfalois. Une fois sur les lieux, ils trouvèrent un village assiégé, assailli chaque nuit par des hordes de morts-vivants. Avec l'aide du héros, le peuple de Golfalois réussit à tenir tête à cette armée de revenants. Lorsque les gardes gagnèrent le château du jarl Imon, ils le trouvèrent à l'agonie, sa cour plongée dans le chaos. Dans l'espoir de sauver son père, Connor, le jeune fils du jarl, avait pactisé avec un démon qui s'était emparé de lui. Le héros intervint et libéra aussi bien Connor que Golfalois de l'emprise du démon. Hélas, les pactes avec les démons sont souvent traîtres. Il avait accepté de sauver la vie d'Imon, mais pas de le remettre sur pied. Il fallait un miracle pour sauver le jarl. Le héros trouva alors une urne contenant les cendres d'Andrasté, qui avait le pouvoir, disait-on, de guérir tous les maux. L'urne était protégée par d'antiques pièges et par une secte draconique qui voulait usurper le pouvoir des saintes cendres à ses propres fins. L'urne conserva sa pureté, mais disparut mystérieusement après le départ des gardes, laissant seul le temple qui lui était dédié. Une pincée de cendre suffit au héros pour remettre le jarl sur pied. Informé de la trahison de Loghain, Imon promit son soutien militaire et politique le plus entier. Les cercles de mages sont tenus par serment d'aider les gardes des ombres en cas d'enclin, mais la tour du lac de Calenhad en était bien incapable. Un démon de l'orgueil s'était emparé de l'un de ses mages, Uldred, et changé ses camarades en abomination. Le héros se fraya un chemin jusqu'au sommet de la tour et vint à bout du vil Uldred. Reconnaissant, les mages survivants rejoignirent les rangs de la garde des ombres. Mais ces nouveaux alliés ne furent pas les seuls soldats à intégrer les forces de la garde. Les elfes dalaciens n'ont pas l'habitude de conclure des alliances. Mais même la haine la plus profonde peut être mise de côté face au chaos. Une ancienne malédiction détruisait le plus grand clan dalacien de Ferelden en changeant les elfes en loups-garous. Pour Zatrian, l'archiviste du clan,
le seul antidote était le cœur du grand loup Versipel. Des années plus tôt, Zatrian avait jeté sur un groupe d'humains la malédiction qui ravageait désormais son clan. Tant qu'il vivrait, la malédiction perdurerait. Le héros libéra les loups-garous de leur malédiction, et les Dalassiens vinrent prêter main forte à la garde des ombres. Les enclins ont beau survenir à des siècles d'écart, les nains qui vivent sous la surface de Tedas combattent les engences quotidiennement. Nul ne maîtrise mieux le sujet que les guerriers d'Orzammar, hormis peut-être leurs alliés de toujours, les gardes des ombres. Le héros gagna Orzammar au lendemain du décès du roi Andrine et trouva la capitale naine déchirée par un conflit politique pour le pouvoir. Seule l'élection d'un honorable haut pouvait débloquer cette impasse et forcer les nains à honorer leur traité avec la garde des ombres en rejoignant le combat contre le nouvel enclin. Le héros se lança à la recherche d'une hôte nommée Branka, qui avait disparu dans les tréfonds en suivant la piste d'un artefact légendaire. L'enclume du néant, conçu par le célèbre forgeron Caridin pour façonner de puissants golems guerriers. Le héros aida Caridin à détruire l'enclume du néant, qui plus jamais n'enfermerait d'âmes vivantes dans des machines. Le héros sortit des tréfonds avec une couronne forgée d'une main de maître, symbole du soutien au futur roi. Belen, le plus jeune fils du roi Andrine, soupçonné d'actes criminels, ou Aromonte, le traditionnaliste vieillissant soutenu par l'Assemblée naine. Le trône d'Orzammar revint au seigneur Aromonte, dont les valeurs traditionnalistes protégèrent l'excellence naine, tout comme leur isolement. Grâce à la nouvelle force naine au sein de la garde, le héros dut se débarrasser de Loghain pour unir Ferelden face aux engences, avant que l'enclin n'engloutisse le monde. Le royaume de Ferelden se trouvait divisé. Certains nobles soutenaient la régence de Loghain, d'autres condamnaient son inaction face aux engences. Une guerre civile menaçait d'éclater, et le Jarl Imon convoqua un conclave dans l'espoir de couper court au conflit et d'écarter Loghain du trône. Loghain fut condamné pour trahison, et le héros ordonna son exécution au palais de Denerim. Tandis que les forces unies par le garde se massaient à Golfalois, les engences assiégèrent Denerim, la capitale fereldienne. L'armée du héros livra un combat acharné à travers Denerim et leva le siège des engences. Dans la plus haute tour de Fort Drakan, les alliés du héros menèrent à ses côtés un affrontement épique contre le redoutable archidémon. L'archidémon mourut sans sacrifier de garde des ombres. Sans archidémon à leur tête, les engences se dispersèrent. La plupart retournèrent se terrer en sous-sol, où elles grouillaient en masse, toujours à la recherche d'un nouvel archidémon à réveiller. Le royaume dévasté de Ferelden entama le long chemin de la guérison. Au sortir de l'enclin, il était crucial de rétablir la stabilité politique du pays. Alistair succéda à son demi-frère Kailan sur le trône de Ferelden, et la lignée de Calenhad le Grand perdura. Ferelden demeure, aussi obstiné qu'une bête enragée. Mais les événements du 5e enclin hantent encore cette nation en reconstruction. À travers Tedas, les légendes du héros de Ferelden restent le plus grand symbole d'espoir que ce royaume en crise ait connu. Tout commença à Kirkwall. La chute du chevalier capitaine Meredith, le soulèvement Kunari, et bien sûr, la destruction de la Chantry et la naissance de la rébellion des mages. Dans le chaos ambiant, une personne se démarqua. Hawke, le héros de Kirkwall. Les Hawke avaient fui Lothering et étaient devenus des réfugiés de l'enclin. Léandra, la mère du héros, de sa sœur Bethany et de son frère Carver, espérait rejoindre son domaine familial de Kirkwall plus au nord.
Bien que Hawke n'eût aucun talent magique, elle était au cœur des événements qui aboutirent à la rébellion des mages. Les Hawke fuirent l'enclin, aidés par une guerrière appelée Aveline Valen. On dit qu'ils furent aussi aidés par Flemette, la célèbre sorcière des terres sauvages. Carver, le frère de Hawke, n'atteignit jamais les marches libres. Il succomba aux engeances en voulant protéger sa famille. Les premières années de la famille Hawke à Kirkwall furent difficiles. Le frère de Léandra, Gamlen, avait perdu la fortune familiale. Les Hawke vécurent dans la misère, contraints de s'asservir pour pouvoir accéder à la cité. Pour rembourser les dettes, Hawke dut travailler pour une bande de trafiquants. Pendant ce temps, Hawke et sa sœur faisaient de leur mieux pour cacher la magie de Bethany aux Templiers. Une occasion en or finit par se présenter en la personne de Bartrand Tétras, un nain qui préparait une expédition dans les tréfonds. Le pari était risqué, mais avec l'argent amassé, Hawke pourrait libérer sa famille de ses vils créanciers et de l'œil oppressant des Templiers. Hawke rencontra un garde des ombres nommé Ander, qui possédait des cartes détaillées des tréfonds. Ces cartes étaient essentielles à la réussite de l'expédition. Dès que Hawke les eut récupérées, le reste se mit en place naturellement. De peur de perdre un autre membre de sa famille, Hawke insista pour que Bethany n'accompagne pas l'expédition et reste à Kirkwall. Si l'expédition permit à Hawke de découvrir un ancien trésor nain, le groupe trouva également une statuette faite d'un étrange lyrium rouge. De retour à la surface, Hawke trouva Bethany à la merci des Templiers qui avaient découvert sa magie et qui l'envoyèrent dans un cercle de mages. Grâce à l'or trouvé dans les tréfonds, Hawke racheta à Léandra l'imposante maison de son enfance dans la Haute-Ville. À peine installée dans sa nouvelle demeure, Léandra fut victime d'un assassinat des plus sinistres. Hawke se lança à la poursuite de Quentin, le mage du sang responsable, mais ne put empêcher la mort de sa mère. La mort tragique de Léandra était liée à un problème qui commençait à miner Kirkwall. Des tensions grandissantes entre les mages qui se sentaient de plus en plus opprimés et les Templiers qui s'inquiétaient de leurs activités. Pour ne rien arranger, un important contingent de Qunari s'était également établi à Kirkwall, ce qui ne rassurait pas les dirigeants de la cité. Suite au naufrage de leur cuirassé quelque temps auparavant, un groupe de Qunari avait été autorisé à rester dans une zone délimitée de la basse ville. Les années passèrent, et les Qunari ne firent aucun effort pour regagner leur terre d'attache, sans fournir d'explications quant à leur séjour. Les tensions finirent par exploser. La révérende mère Pétris, convaincue que la foi chantriste était en danger, incita à la violence entre les Qunari et les citoyens de Kirkwall. Hawke savait que Pétris provoquerait des conflits inutiles. Hélas, malgré ses efforts, elle ne put empêcher Pétris d'orchestrer le meurtre de Sémus Dumar, fils du vicomte récemment converti au Khun. Une fois son crime découvert, la révérende mère succomba à la lame d'un assassin Qunari. Après la mort de Sémus, la Richak des Qunari perdit patience. Les humains de Kirkwall devraient se soumettre au Khun ou mourir. Les Qunari frappèrent vite et fort. Ils s'emparèrent du palais de la Haute-Ville et décapitèrent le vicomte pour dissuader toute résistance. Avec l'aide du chevalier capitaine Meredith et du premier enchanteur Orsino, Hawke se rendit au palais et s'opposa au redoutable chef Qunari. Hawke affronta le chef Qunari. Le combat acharné se solda par la mort de la Richak et la fin de la brève occupation de Kirkwall. Les Qunari quittèrent sans tarder la cité marchéenne. Pour avoir sauvé Kirkwall, Hawke gagna le respect timide de ses Templiers, mages et nobles, ainsi que le titre qui marqua l'histoire, héros de Kirkwall. Mais les problèmes de Kirkwall n'étaient pas terminés. Après la mort de Dumar,
le chevalier capitaine Meredith prit le pouvoir et s'opposa à la nomination d'un nouveau vicomte. Les Templiers renforcèrent leur emprise sur les mages en vue de réprimer ce que Meredith voyait comme une rébellion grandissante. Pour Ander, qui s'était battu pendant des années pour la justice et la liberté de ses camarades mages, l'heure n'était plus à la négociation. Il détruisit la chanterie de Kirkwall, faisant des centaines de victimes, dont la grande prêtresse Eltina. S'ensuivit une rébellion qui se propagea de cercle en cercle jusqu'à ce que tous s'unissent contre l'autorité de la chanterie. Malgré les actes impardonnables d'Ander, le héros ne put lui ôter la vie. Ander survécut à cette journée autrement funeste. Les combats s'étendirent rapidement à travers la cité. Certains mages se rebellèrent ouvertement, d'autres succombèrent à la possession. Les Templiers brandirent leur épée, sans distinguer les rebelles des autres mages. Suite au refus du premier enchanteur Orsino d'obéir aux Templiers, Meredith ordonna l'exécution de tous les mages de Kirkwall. Hawke protégea de nombreux mages contre les Templiers, tout en les préservant de la possession et de la tentation de la magie du sang. Hawke fut tout de même forcé d'éliminer Orsino, qui avait trahi ses propres valeurs en ayant recours à la magie du sang. Le combat prouva une chose, le chevalier capitaine Meredith avait perdu la raison. Hawke s'en rendit compte lorsque Meredith dégaina son épée, dans laquelle était incrustée l'idole de l'Irium rouge des tréfonds. La lame nourrissait sa haine et sa paranoïa, et ce, depuis des mois. Après une horrible bataille, le lyrium rouge de son épée consuma le chevalier capitaine au moment de sa mort. Elle devint une statue, et son visage, un masque d'horreur figé pour l'éternité. Peu de gens savent ce qu'il advint du héros après ce dernier combat. Mais les légendes et chansons sur Hawke, le héros de Kirkwall, continuent de faire vivre ses aventures qui changèrent pour toujours la face de Tedas. La rébellion des mages de Kirkwall eut des répercussions à travers tout Tedas. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les Templiers réagirent avec fermeté, mais chaque nouvelle restriction ne fit qu'empirer les choses. Le Cercle des Mages, avec la grande enchanteresse Fiona à sa tête, vota pour l'indépendance. Il se gouvernerait seul, sans la chanterie et surtout sans les Templiers. Le résultat fut cataclysmique. 2 cercles furent détruits, leurs membres tués jusqu'au dernier, avant que les autres ne prennent le maquis. Le puissant empire d'Orlaïs aurait éventuellement pu intervenir dans la guerre avant que tout cela ne commence, mais ce ne fut pas possible. Le grand-duc Gaspard débuta une sanglante guerre civile contre l'impératrice Sélène afin de s'emparer du trône orlésien. Ferelden offrit l'asile aux mages, mais les Templiers les suivirent et bientôt leurs batailles firent rage dans toutes les régions de Tedas. À la tête de la chanterie, la divine Justinia ordonna aux Templiers de se retirer. Ils refusèrent et se proclamèrent à leur tour indépendants. Et la guerre commença pour de bon. Les Templiers chassaient les mages combattaient les Templiers. Leurs affrontements semaient la destruction d'une façon inouïe et le chaos régnait partout. La divine Justinia fit une dernière tentative désespérée pour mettre fin à la guerre. Elle s'adressa aux chefs des 2 camps et les persuada d'assister à un conclave en terrain neutre. La chanterie faisant office de médiateur, les mages et les Templiers vont discuter pour la première fois depuis que tout cela a commencé. C'est notre dernière chance d'obtenir la paix. Et peut-être la seule. Et donc bonjour les petits amis, on se retrouve donc pour une nouvelle aventure, Dragon Age Veilguard, le 4e jeu Dragon Age va bientôt sortir. Du coup il faut que je me grouille, il faut que je me grouille de faire les parties pour Dragon Age Inquisition. Il y a de bonnes chances, je sais pas comment je vais faire, mais il y a de bonnes chances que je sorte 2 vidéos par jour, histoire de compenser, donc je sais pas, on va voir complètement, je ne sais pas. Bref, j'avais depuis le temps, puisque je voulais le faire avec vous, celui-là, voilà, c'est le moment.
Aïe aïe aïe, mais enfin, Dragon Age Inquisition, un de mes RPG favoris. Le jeu est absolument génial. Vous allez voir, c'est à découvrir. Et on va le faire ensemble. Concert Dragon Age. Effectivement, la vidéo que vous avez déjà vue, du coup, précédemment, était une vidéo de présentation de l'univers de Dragon Age 1 et 2. Il y a aussi une tapisserie pour Dragon Age Inquisition, mais au moment où je tourne ça, bah, ça n'a pas encore été fait. De toute façon, je vous l'aurais pas montré, parce que sinon ça vous aurait spoilé toute l'histoire ici, si vous ne la connaissez pas. On y va, nouvelle partie. Paf. Là vous dites qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est normal, vous allez voir, tout va vous être expliqué. Du coup, vous le voyez dans cette nouveauté, premier Dragon Age, où on a une nouveauté, on peut jouer humain, elfe, nain, mais aussi Qunari. Alors autant ça peut être le kiff, autant pour plusieurs raisons pratiques, je vais jouer une femme elfe. Et du coup, je vais en faire une mage. Paf, voilà, vous pouvez choisir, vous avez le guerrier soit tank, soit arme à deux mains, et vous avez le voleur qui est soit au corps à corps, soit à distance, soit le mage. Il n'y a plus les spécialités qu'il y avait dans le premier Dragon Age, ce que je regrette énormément, parce que ça donnait plein de diversité qui était super fun. On verra bien. Peut-être que dans Velgord, j'ai cru comprendre qu'il y avait plus ou moins du gameplay qui pouvait changer, mais je pense pas que c'était aussi radical. On verra bien. Bref, faut que j'arrête de parler de Velgord, on s'en fout. Du coup, apprenti d'Alassienne, réduit en esclavage par les humains il y a bien longtemps, la plupart des elfes vivent encore tels des citoyens de seconde zone dans les cités humaines. Ceux qui rejettent cette vie se font appeler Dalassiens, des nomades qui s'efforcent de maintenir en vie la religion et les traditions elfiques ancestrales. Vous avez grandi dans la nature, membre du clan Dalassien des Lavellans, et apprenti de leur guide et chef, l'archiviste. Le clan arpentait le nord des marches libres et vous n'aviez guère besoin d'interagir avec les humains, jusqu'à ce que l'archiviste vous envoie en mission d'espionnage au conclave de la chanterie. Ce qu'il s'y passera, disait-elle, affectera non seulement les Dalassiens, mais l'ensemble des elfes. Elle ne pensait pas si bien dire. Et du coup, importé depuis Dragon Age Keep, oui. Voilà. Donc là, c'est pour Dragon Age Keep, c'est ce que vous avez vu. C'est pour importer tous les choix qu'on a fait. Ça a une grande, très grande importance dans tout ce qui va se passer là au niveau du jeu. Et c'est parti. Alors, donc vous le voyez, heureusement, on va quand même pouvoir modifier notre tête. Bon, je pense en avoir fini avec la couleur du personnage. Avec la tête du personnage, pardon. Bon, malheureusement, il y a un truc là au niveau de la bouche, là j'arrive pas à le régler, donc voilà, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais bon, écoutez, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Je suis pas extrêmement doué avec les créateurs de perso, donc je fais de mon mieux. Au moins de face, elle est jolie, je trouve, voilà, elle est très belle. Donc du coup, bah, ça devrait le faire. Allez hop. Alors du coup, le nom du personnage, Salo. On y va. Alors là, il y a un bug, on n'est pas censé être aussi proche.